Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN est un VPN, ça vous savez, il vous permet de faire croire à tout Internet que vous n'êtes pas là où vous êtes et que vous êtes à un endroit ailleurs de là où vous êtes en vrai. Ça vous permet par exemple de contourner les restrictions géographiques des plateformes de streaming, comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Ça vous permet également, lorsque vous êtes à l'étranger, d'avoir accès à des sites et services de votre pays qui ne sont normalement pas disponibles depuis l'étranger. MyCanal en France, RTBF en Belgique, etc. Par ailleurs, lorsque vous prenez un abonnement à un service qui est disponible en ligne partout dans le monde, ça vous permet de trouver peut-être un pays où c'est moins cher. Et alors, juste, rien à voir avec ce que je viens de dire, c'est juste, ça m'a fait penser, mais rien à voir, voilà. Est-ce que vous saviez que l'abonnement individuel à YouTube Premium en Turquie coûte 11 € de moins par mois que l'abonnement individuel à YouTube Premium en France? C'est fou, non? Sinon, les réservations d'avions, d'hôtels, de location de bagnole, des fois, selon le pays depuis lequel vous accédez au site, c'est pas les mêmes prix. C'est comme ça. Ah, et bien sûr, et puis là, je vais pas parler en code, les réglementations débiles au sujet des sites porno en France. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas au nom de quoi est-ce qu'il faudrait pour aller sur un site porno en France quand on est majeur, se faire prendre en photo par sa webcam, photo qui va être analysée par une IA qui va déterminer si oui ou non on est majeur. Quoi? Si vous suivez le lien qui est dans la description, bénéficiez de 4 mois supplémentaires d'abonnement à un abonnement NordVPN de 2 ans, et je vous rappelle, évidemment, comme à chaque fois, que le service NordVPN est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, ce qui signifie que vous ne risquez rien à essayer. Encore une fois, merci à NordVPN qui continue de me faire confiance. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Edward Jenner est né le... Ah ouais, donc même pas on dit bonjour. Bonjour. Edward Jenner est né là. Non mais on le voit que tu le penses pas, j'avoue, on dirait que ça te fait chier. Eh, sérieux, commencez pas, je veux dire, franchement, l'épisode du jour, il est un peu dense, donc ce serait bien qu'on puisse... moi je veux bien, mais qu'est-ce que ça coûte juste de dire bonjour? Voilà, tu prends 1 seconde pour dire bonjour, enfin c'est normal. Eh peut-être que sur YouTube, les gens ont la mauvaise manie de partir après quelques secondes, donc il faut immédiatement taper dans le dur, non? Titre. Dans les premières secondes, me fait pas marrer non plus, Tu veux dire, dans les premières secondes, après la sponsor, qui encore une fois a dû durer des plombes. Voilà, donc, les gens qui voulaient se barrer, crois-moi que ça fait longtemps qu'ils sont barrés. Ils ont pas attendu la fin de la sponsor pour se barrer parce que, voilà. Alors, pardon, mais la vidéo est chapitrée justement pour que les gens qui ça saoule puissent zapper la sponsor, si ça les saoule. Sans compter que la sponsor, après un certain temps, je l'enlève, n'empêche. Et donc là, tout ce qui se passe depuis le début, tu vas m'expliquer que ça fait rester les gens. Ah non, c'est clair qu'absolument tout le monde s'est barré, là. Moi, le seul truc que je disais, c'est de commencer par dire bonjour. Bonjour. Voilà, ça coûte pas plus cher. Et puis si maintenant tu veux que les gens reviennent, il suffit que tu balances une phrase un peu choc là pour faire revenir les gens et hop on balance le générique. Tu crois? Ouais. Ok. Aujourd'hui on va se poser la question de savoir si des orphelins peuvent remplacer la chaîne du froid s'il y en a suffisamment qui meurent. Attends, quoi? Edward Jenner est né le 17 mai 1749 à Berkeley dans le Gloucestershire. Oui, ça là, ça se prononce Gloucestershire, en Angleterre, donc. En même temps, avec un nom comme ça, il y avait peu de risque que ce soit en Finlande. Et il est le 6e enfant d'un pasteur anglican. Alors précisément, c'est le 6e survivant, parce qu'il y en a eu 8 des enfants. Mais il y a eu 25% de pertes. On perd 20 à 25% des otages, maximum. Ça me semble valable. Edward Jenner se retrouve orphelin à 5 ans, élevé par son frère aîné, donc bon début de merde. Et vers 13-14 ans, il est placé en apprentissage chez un chirurgien local. Ouais, à l'époque, à 13 piges, tu pouvais devenir l'apprenti d'un chirurgien. C'était plus simple qu'aujourd'hui, on va dire. Le gars a somme toute une adolescence sans histoire, et à 21 ans, il monte à Londres pour aller étudier auprès de John Hunter. Grand chirurgien anatomiste en son temps, est considéré comme un des pères fondateurs de la chirurgie scientifique moderne. Et ce Hunter va devenir le mentor de Jenner. Donc, assez naturellement, j'ai envie de dire... Parenthèse. Hunter, c'est non seulement une des figures les plus importantes de l'histoire de la médecine britannique, je veux pas plutôt dire de l'histoire britannique de la médecine? On s'en cogne, non? Ah si on s'en cogne, autant dire que Hunter est une des figures les plus importantes de la médecine britannique de l'histoire, Ouais, ça marche aussi. Ou alors que Hunter est l'une des médecines les plus britanniques de l'histoire importante de la figure. Ou alors juste ta gueule, en fait. En plus d'être donc une figure importante de... Enfin, vous avez compris. John Hunter est également un gars singulier. Genre, le gars s'est constitué son propre cabinet de curiosité.
avec des squelettes d'animaux chelous, des organes dans du formol, ou encore des fœtus à divers stades de gestation, ainsi que des fragments humains de cas pathologiques aussi rares que dégueux, si vous voulez mon avis. Et cette collection est par la suite devenue le musée hunterien du Royal College of Surgeons, qui existe encore aujourd'hui, youpi, tralala, boum boum. Mais en plus de collecter toutes ces cradingueries, ce qui caractérise véritablement Hunter, c'est son insistance à vouloir absolument fonder la médecine sur la biologie et l'expérimentation, oh le con, plutôt que sur la tradition et l'autorité. Oui, à l'époque, les médecins citent encore des gars comme Hippocrate ou Claude Gallien. Voilà, donc Hunter... Hunter, là, c'est un punk. Voilà. Petit exemple, et là, vous allez voir, c'est délicieux. Pour ses recherches, on raconte que Hunter s'est inoculé volontairement des sécrétions de patients gonorrhéiques. Oui, le gars s'est inoculé la ch'touille. Y a quoi? Bon, sauf que dans les sécrétions qu'il s'est administrées, il y avait également la syphilis. Le truc qui est con, un peu, c'est qu'il va mettre des années à s'en rendre compte de ce mélange-là, et que du coup, ça va foirer ses recherches, et ça va faire retarder d'à peu près 50 ans la recherche sur ces maladies. Et il dira continuellement à ses élèves, « Don't think, try ». Réfléchis pas, essaye. Et autant je comprends ce qu'il veut dire, autant je trouve ça complètement débile. Cela étant, le côté arrêter de réfléchir et tenter des trucs, vous allez voir que ça va pas tout à fait tomber dans l'oreille d'un sourd. 3 ans après avoir débuté son apprentissage auprès de Hunter, en 1773 donc, Jenner retourne à Berkeley pour y devenir médecin de campagne. Alors il faut bien comprendre un truc, c'est que après avoir bossé avec Hunter, Jenner aurait pu bosser absolument partout. N'importe quelle porte lui aurait été ouverte, c'était véritablement prestigieux. Hein. Mais le gars préfère retourner au pays des pécores et s'entourer de vaches et de coucous. De coucous, oui. De coucous. De coucous. Les piafs? Les piafs, ils vont? Oui, ceux-là même, oui. Ok. D'ailleurs, les coucous auront une importance assez notable dans sa vie, autant le dire de suite. Oui, parce que Jenner est pas seulement médecin, il est également naturaliste. C'est notamment lui qui sera le premier à observer et à documenter le fait que les coucous virent les autres œufs du nid après l'éclosion. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Je veux dire, c'est ça qui va lui permettre de rentrer à la Royal Society en 1788. C'est son observation du comportement du coucou. Bref, en 1792, il obtient son doctorat de médecine de l'université de St Andrews, mais ça signifie bien qu'il était reconnu en tant que naturaliste avant d'être connu pour ses travaux sur la vaccination. D'ailleurs, c'est étonnamment pour ça que Jenner et Hunter resteront en contact. Ils s'échangeront des lettres. Leur correspondance est... Comment dire? Comment on dit quand ça ressemble à rien? Lunaire? Non, je veux dire, quand c'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre, quoi. Lunaire. Et quand on lit le truc, on se dit, what the fuck? Lunaire? Ouais, voilà, lunaire. Genre, il y a Hunter qui demande à Jenner d'observer un truc sur les hérissons et les blaireaux. Parce qu'il n'y en a pas en ville. En ville, il n'y a pas de blaireaux. Et Jenner, il répond toujours avec des descriptions hyper longues, détaillées et chiantes. Mais à quoi on peut retrouver une réponse de Hunter du style « Mazette, cher ami, vos observations sur le coucou sont aussi admirables que fascinantes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer un fœtus de hérisson ? Envoyé depuis mon iPhone. » Jenner gardait toujours un carnet dans sa poche. Toujours. Pour noter ses observations. Et chaque fois qu'il bougeait, genre il prenait un cheval pour aller faire ses consultations chez les gens du coin, s'il voyait quoi que ce soit d'observable, il arrêtait son cheval, il descendait de son cheval, il sortait son carnet, il observait et il notait. Pendant des plombes. Ah oui, c'est sûr, quand on attendait Jenner, fallait pas être en train de mourir. Non mais pardon, le mec était tout de même un médecin respectable, hein, je veux dire. Quand il finissait par arriver quelques heures plus tard, bon bah, il s'expliquait et il présentait platement ses excuses. Non, il mitonnait comme un gros sale. Hein. Il expliquait que c'était la faute de la météo ou de la route ou de son cheval. Enfin, alors que tout le monde savait très bien que Jenner était capable de rester planté à regarder une branche d'arbre pendant 4 heures. Hein. Après tout, c'est pas pour rien qu'on les appelle pas des clients, mais des patients. Toujours est-il qu'alors que Jenner aurait pu se contenter d'être un médecin de campagne qui aime regarder les blaireaux, il entend une rumeur. Et il faut bien comprendre. Attends, qu'est-ce que c'est que ce titre de merde? Quoi? Les laitières qui se la racontent? Je veux dire, c'est une erreur de montage ou quoi? Putain, mais arrête de systématiquement planter tous les effets de cette vidéo. Déjà, je te rappelle que le montage est fait après le tournage, donc non, ça peut pas être physiquement une erreur de montage. Et merde! Ça va, pardon. Non, mais maintenant, l'effet est foiré. Je veux dire, tu fais vraiment chier. Je veux dire, on est la même personne. Mais arrête! Mais tu vas la fermer, oui, mais c'est pas possible d'être aussi con. Calmez-vous, ça va. Pardon. Ah, je vais gentiment
remonter l'écran titre et on n'en parle plus. Ok pour cette fois, mais tu fermes ta gueule maintenant sur les effets, d'accord? Faut bien comprendre qu'une rumeur de campagnard au XVIIIe siècle, comment dire? Bah genre, il y a des gens qui pensent que si une femme enceinte regarde un peu trop intensément un lièvre, son enfant naîtra avec une fente labiopalatine, qu'on appelle communément un bec de lièvre. Ce qui est d'autant plus con que les lièvres ont pas de bec. Ou encore qu'une personne jalouse peut rendre malade quelqu'un d'autre simplement en le regardant. Le fameux mauvais œil. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout ça pour dire, rumeur à la campagne, on reste méfiant. Mais là, la rumeur dont entend parler Jenner, c'est qu'il y a des laitières qui se la pètent de résister à la variole. Donc celles qui ont chopé le cowpox ne peuvent pas choper la variole humaine. Qui, elle, pour le coup, est dangereuse, on en meurt. Oui, et pas qu'un peu. Tiens, d'ailleurs, bon, là, je vais un petit peu plus vite que la musique, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Est-ce que vous savez comment on dit une vache en latin? Bovis? Non? Non, mais bovis, c'est plutôt bovin ou bétail. Là, vraiment, une vache. Une vache. Non, je sais pas. Vaxa. V-A-C-C-A. Bien, et alors? Et alors, la maladie dont on parle, la cowpox, ça s'appelle la vaccine. V-A-C-C-I-N-E. Et c'est elle qui donnera son nom au mot vaccin. Ah bon? Ouais. Ah oui, donc des fois, les médecins, ils se font vraiment pas chier. Oui. Des fois. Ah, et j'ai perdu le fil. On disait que les laitières qui avaient chopé la variole des vaches chopaient pas la variole des humains. Et ensuite, t'as fait une parenthèse sur le mot vaccine. Oui. Et tu veux pas plutôt faire une parenthèse sur ce qu'est la variole? Ça me semble plus important, en vrai. Et pourquoi choisir? La variole est une maladie causée par un virus appartenant à la famille des orthopox virus. Il en existe globalement deux types de souches, variola minor et variola major. La pavénère et la vénère. La vénère, variola major donc, a un taux de létalité d'environ 30%. Pour vous donner une petite notion, hein, la grippe espagnole de 1918, c'est 10%. Le Covid, ça va de 0,01% chez les jeunes à 17% chez les vieux. Là, on parle de 30%. Au moment de notre histoire, c'est une maladie qui circule depuis au moins 3000 ans. Genre, on a trouvé des momies égyptiennes avec des lésions de variole. La variole se transmet par inhalation de gouttelettes, hein, qui sont émises en toussant ou en éternuant, ainsi que par contact avec les lésions cutanées ou les fluides corporels des malades, voire même par contact avec des objets contaminés. C'est un virus turbo-résistant qui peut tenir plusieurs jours à l'air libre. Sa phase d'incubation est silencieuse. Comprenez, fourbe. Et les symptômes arrivent brutalement, genre méga grippe. Puis ces taches rouges sur le visage et puis sur le reste du corps. Après quelques jours, on se retrouve avec plein de lésions qui laisseront des cicatrices profondes, principalement sur le visage. C'est l'aspect le plus notable de la variole. Et donc, au moment de notre histoire, la variole provoque une vague épidémique tous les 5 à 10 ans et tue en Europe entre 4 et 500 000 personnes par an. Youpi. Et évidemment, c'est contagieux sa mère. Donc, l'histoire des laitières qui résistent à la variole, c'est un bruit qui court depuis des décennies. Mais Jenner, c'est le premier qui va formuler une hypothèse à ce sujet. Et qui va vouloir tester son hypothèse. Pendant des années, il va observer, accumuler les cas, noter des témoignages, et puis il va se rappeler du mantra de son maître. Arrête de réfléchir et tente des choses. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester un truc pareil? Je veux dire, comment est-ce qu'on va voir un paysan en 1780 pour lui dire qu'on va le faire tomber un peu malade, ce qui devrait le protéger contre le fait d'être très malade, donc ensuite on va essayer de le faire tomber très malade, ce à quoi il risque de mourir, hein, mais normalement il devrait pas, si ça marche. Donc faire ça à un gars qui par ailleurs doit encore croire que les grenouilles du ruisseau sont autogénérées par la boue. Mais c'est vrai ça, comment est-ce qu'on fait? Je sens que je vais aimer. Eh ben c'est très facile, figurez-vous, il suffit de le faire à une personne sans lui demander son avis, et si possible, une personne qui, si jamais il y a un truc qui va de travers, ne sera pas en mesure de se plaindre. Donc, Edward Jenner, Junior, son fils, nourrisson. Juste, j'ai oublié de... Voilà, pardon, petit oubli. La variole, c'est putain de vénère sa mère, particulièrement chez les nourrissons. Voilà, mais ça c'est dit. Yippee! Son gosse, il a rien à dire, hein. Il va pas protester, en raison de son incapacité à parler, hein. En raison de son très jeune âge. Et puis si jamais ça se passe pas comme prévu, au moins il aura pas d'ennui. Bon, il aura perdu son gosse, mais il en fera d'autres, hein. Je sais pas, ça va. Ça me semble valable. Et donc en 1788, Jenner expose son fils à une variole. Expérience qui sera peu concluante. Raison pour laquelle, une fois n'est pas coutume, il va pas écrire des centaines de pages de documentation et d'observation sur le sujet. Voilà, c'est-à-dire que si le truc est pas un succès flagrant, c'est pas non plus la peine de trop la ramener. Et donc Jenner décidera d'arrêter d'exposer des personnes à des trucs
potentiellement mortels, hein, des gens qui sont pas vraiment capables de comprendre ou de s'opposer, voire carrément même à leur insu. Bien sûr que non, il va pas arrêter, sinon il y aurait pas d'épisode. 8 ans plus tard, en 1796, Jenner récidive avec le fils du jardinier. Le jardinier qui entretient sa propriété depuis des années, hein. John Phipps. Et donc son fils, James Phipps, âgé de 8 ans. Et alors pourquoi est-ce que le jardinier a accepté? On sait pas trop. Sans doute pour du pognon, sans doute parce qu'il avait peur de se faire virer. Sans doute aussi parce qu'à l'époque, un médecin, c'est un notable qu'on écoute et on ferme sa gueule, quoi. Je veux dire, le médecin, il dit, tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais pas ça. Donc, Jenner va inoculer la variole à un gamin de 8 ans. Alors, il prend une fiole propre et transparente, une aiguille stérilisée, et bien sûr que non, vous pensez bien que je déconne. Non, vous allez voir, là, ça va être très simple et très efficace, hein. Ça va se faire vraiment, c'est en 2 étapes, hein, voilà, c'est propre, simple, hygiénique. Facile. Étape 1, Jenner prélève de la matière purulente sur les pustules fraîches d'une laitière, Sarah Nelms. En réalité, on s'en fout de comment elle s'appelle, mais elle s'appelle Sarah Nelms. Laitière qui a chopé la vaccine à cause de sa vache, Blossom. Et alors, comment vous dire que le nom de la vache, on s'en fout encore plus? Mais bon, la vache s'appelait Blossom. D'ailleurs, sa peau est conservée et exposée au St. George Hospital Medical School of London, à Londres. La peau de Blossom, hein. Pas la peau de Sarah Nelms. Bref, donc, il gratte du pus sur des pustules. Ensuite, il fait 2 incisions nettes sur James Phipps, qui, je le rappelle, est âgé de 8 ans. Et il y dépose le jus des pustules. Et un bon appétit à ceux qui regardent ça en mangeant. James va avoir un peu de fièvre pendant quelques jours, quelques éruptions cutanées, mais rien de bien grave. Et puis après quelques jours, ça va. Voilà. C'est passé, c'est terminé. Et jusque-là, rien de surprenant, parce qu'on l'a dit, hein, la variole bovine, c'est pas mauvais. Sauf qu'il y a l'étape 2. 47 jours plus tard, avec un protocole relativement similaire, Jenner inocule au petit James Phipps la vraie variole humaine cette fois-ci. Donc là, le gamin pourrait être terriblement défiguré et potentiellement mourir. Mais fort heureusement, James ne développera aucun symptôme. La protection est efficace. C'est, en quelque sorte, hein, la première vaccination moderne. Et juste, parce que sinon c'est pas marrant, hein, pour être bien sûr, il refilera la variole au gamin plusieurs fois sur des années, pour voir si la protection est durable dans le temps. Ah, c'est important, la science, les gens. Et la protection est durable, hein, ouais, ça fonctionne toujours. Hein. Et le gamin mourra à l'âge de 65 ans, ce qui, à l'époque, est vraiment pas du tout choquant. Hein. Carrément pas. Mais Jenner offrira tout de même à ce gamin, en guise de remerciement, hein, une maison. Bon, là, normalement, dans le script, j'ai toute une partie sur comment ça marche l'immunité, sur pourquoi ça a marché dans le cas de Jenner et la variole, etc. Et en fait, je vais pas l'expliquer ici, parce que sinon la vidéo, elle fait 2 heures. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et puis j'en ferai peut-être une vidéo à part, parce que c'est vrai que pour le coup, ça reste un sujet intéressant. Sinon, je vous rappelle aussi que j'ai déjà fait une vidéo sur comment ça marche un vaccin. J'avais fait ça à l'Institut Pasteur il y a quelques années, le lien est dans la description. Qu'on soit bien clair, Jenner à son époque, il ne connaît strictement rien à l'immunologie. Genre les anticorps, les lymphocytes, tout ça, aucune idée de ce que c'est ou que ça existe. Hein. La chance qu'il a eue, même si en vrai c'est pas véritablement de la chance, puisque si la rumeur a existé, c'est bel et bien parce que ça a fonctionné sur les laitières, etc. Enfin, vous allez comprendre où je veux en venir. La chance qu'il a eue, c'est que la vaccine a été efficace contre la variole, parce qu'il se trouve que la vaccine et la variole sont 2 virus d'une même famille, et qui se ressemblent suffisamment pour que le système immunitaire se défende de la même manière contre les 2. Et pour info, hein, voilà, je vous le file comme ça, hein, c'est gratos, ça s'appelle l'immunité croisée. Et ça, Jenner, il l'a compris empiriquement, hein, 2 siècles avant que la biologie moléculaire ne l'explique. Un peu de la même manière, si vous voulez, qu'à l'époque, un gars aurait pu comprendre à quoi servait un paratonnerre sans avoir aucune idée de ce que c'est qu'un électron. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que chez une personne vaccinée, les cellules mémoire reconnaissent immédiatement les antigènes du virus, et en moins de 48 heures, une armée d'anticorps est déployée. Ce qui fait que le virus est neutralisé avant même d'avoir pu se multiplier suffisamment pour devenir chiant. En d'autres termes, le système immunitaire gagne la guerre avant la première bataille, en privant le virus de son atout majeur, l'effet de surprise. Donc Jenner, là, il a trouvé une solution durable à un problème de santé majeur. De plus, le gars est déjà à la Royal Society, hein. Le mec est déjà connu. Et je rappelle qu'il a été formé par Hunter. Donc, à ce stade, il y a juste à publier ses résultats. Non? Et donc, tout naturellement, Jenner écrit son article et le soumet à publication en 1797. Et la publication de son article est refusée. Alors, il faut bien comprendre l'étendue de l'humiliation, là. D'après ce qu'en dira Jenner, la lettre de refus était ultra condescendante
et on lui a dit un truc en gros du genre « Écoute mec, t'as une réputation. Tu es extrêmement réputé dans le monde des observateurs de coucou. Ne va pas ruiner ta réputation en te mêlant d'un sujet comme ça et avec des affirmations aussi grotesques. » Là où c'est chaud, c'est que normalement la Royal Society, c'est pas des frileux. C'est-à-dire, c'est pas les derniers à aller publier des trucs pas très conventionnels. Les gars, ils ont publié Newton, Hooke, Bosch. Genre les mecs, c'est pas des flippettes. Hein. Sauf que là, leur problème, parce que vous allez voir, c'est pas clair encore pour l'instant. L'idée d'introduire une maladie animale pour se protéger d'une maladie humaine, conceptuellement et même philosophiquement, j'ai envie de dire, c'est un peu dérangeant pour des gens formés à une médecine largement basée sur la théorie des humeurs et sur les préceptes d'Aristote. Mais, si je veux tout de même être 100% honnête, il y a quand même une critique à apporter à l'article de Jenner. C'est le nombre de cas. Jenner a très peu de cas à présenter, et le cas le plus évident est celui de James Phipps. Et ça, c'est un peu léger pour commencer à vouloir inoculer aux gens en bonne santé du jus de pustule de variole. En plus, on va être honnête, hein, ce qui n'arrange rien, c'est que la Royal Society, c'est plutôt des citadins, vous voyez, c'est plutôt des gens éduqués, machin, tout ça. Et pour eux, Jenner, c'est un bouseux du Gloucestershire. Ça n'arrange rien, hein. Un bouseux du Gloucestershire qui est surtout connu pour des histoires de... Ça aide pas à inspirer la confiance. Et clairement, à cette époque, il y a un clivage campagne contre la ville. La Royal Society, c'est l'élite intellectuelle londonienne. Et Jenner reste un pécor du Gloucestershire. Mais Jenner va leur montrer qu'un pécor, ça peut avoir la tête dure. Déjà, il va pas corriger son article. Déjà, vous voulez pas le publier? So be it. Et so be it, ça veut dire qu'il en soit ainsi en anglais. Il prend acte du refus de publication, envoie chier l'institution, et se dit qu'il va se démerder tout seul. Et juste, assez clairement, il n'y a pas de vanité là-dedans. Hein. C'est pas pour la gloire, il s'en bat les couilles. Lui, ce qui se passe, c'est qu'il a une idée, c'est-à-dire qu'il est convaincu que ce qu'il sait est vrai, et il veut que ça se sache. Et pendant les mois qui suivent, il va accumuler et documenter les cas pour pouvoir reconstituer un article et publier de façon autonome. Une brochure de 75 pages et 4 gravures sera publiée en juin 1798, soit 1 an après le refus de la Royal Society. An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae. Une enquête des causes et effets de la variolae vaccinae, dans la langue de Jodie Foster. Si Jodie Foster parlait français, elle parle français. J'ai appris à l'âge de 9 ans. J'étais au lycée français de Los Angeles. Ça m'a pris 1 an quand même pour parler couramment. Jenner finance seule la publication de ce machin, et vous pouvez peut-être vous dire que les gravures, c'est un petit truc un petit peu anecdotique. Mais permettez-moi de vous dire la chose suivante. Jenner demande à un artiste local de reproduire le plus fidèlement possible les lésions cutanées sur les mains de Sarah Nelms et d'autres laitières. On est avant l'invention de la photographie, donc comprenez bien que ces gravures représentent la première documentation visuelle de la maladie, ce qui permettra à des médecins qui n'y ont jamais été confrontés de la reconnaître. Sans ces illustrations, la diffusion du vaccin aurait été beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que parce que les médecins n'auraient pas nécessairement été capables de reconnaître quel type de vaccine utiliser. Et le titre est volontairement sobre et précis. D'ailleurs, en réalité, il est même un peu plus long que ça. En réalité, c'est « An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cowpox ». Une enquête des causes et effets de la variolae vaccinae, une maladie découverte dans certains comtés d'Angleterre, en particulier le Gloucestershire, mais aussi connue sous le nom de variole bovine. Dans la langue de... Molière. Molière. Je sens que tu cherches une blague à faire, mais c'est pas venu, c'est pas grave, tu dis Molière, c'est de Molière. Voilà. Et donc, dans ce bouquin, 23 cas sont parfaitement et méticuleusement détaillés. Mais genre avec une précision qui est quand même assez dingue pour l'époque. Et ce bouquin, qui je le rappelle est une auto-édition, va se diffuser à une vitesse assez incroyable. Après seulement 2 ans, une traduction française est disponible, suivie par une traduction allemande, espagnole, italienne, portugaise, et même en latin. Des fois qu'on voudrait le lire à la messe. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio. Et sans Internet, sans la télé, sans la radio, il n'y a pas 1000 façons de faire connaître un machin. Et donc, Jenner envoie des exemplaires au pif à des médecins qu'il n'a jamais rencontré dans des pays qu'il n'a jamais visités. Notamment, il y a un exemplaire qui va arriver chez Benjamin Waterhouse, professeur de Harvard, qui va devenir le premier monsieur vaccin des États-Unis. Il vaccinera ses propres enfants en 1800, donc c'est allé vite, hein.
avant de réussir à convaincre tout simplement Thomas Jefferson, oui, Thomas Jefferson, de soutenir la vaccination de masse aux États-Unis. En Espagne, c'est le médecin Francisco Javier de Barmis qui lit l'ouvrage et convainc le roi Charles IV de financer une grande expédition maritime en 1803 pour transporter le remède en Amérique du Sud. Petit problème, le vaccin en question n'est pas dans une fiole qu'on peut conserver dans un congélateur. La chaîne du froid, là, ça va pas le faire. Et le voyage est long. Mais pas de souci, vous allez voir, à chaque problème sa solution. Hein. Là, il y a du MacGyver dans l'air où je m'y connais pas. Barmis part avec 22 enfants, des orphelins. Comme ça, il n'y a pas de problème d'histoire de consentement, d'autorisation parentale ou de je ne sais quoi. 22 orphelins donc, dont les bras serviront de chaîne de transmission du vaccin à travers l'Atlantique. Au moment de partir, le gars inocule un premier gamin, puis après une dizaine de jours, il inocule un deuxième gamin à partir des pustules du premier gamin, puis le troisième à partir du deuxième, puis le quatrième à partir du troisième. Et si t'as suffisamment de gamins pour toute la traversée, tu finis avec de la vaccine vivante à l'arrivée. Et en France alors, vous allez me dire, comment ça s'est passé? Eh ben en France, figurez-vous que Napoléon a pris une décision assez étonnante. Même pour lui, il a fait vacciner toute l'armée. Ce qui non seulement va faciliter la diffusion du vaccin, mais en plus l'acceptation par la population et la confiance dans le vaccin. Et c'est seulement après qu'il va déployer la vaccination pour les civils. Et c'est assez marrant de se dire que c'est une invention anglaise qui a sans doute sauvé plein de vies au sein de l'armée napoléonienne, qui par ailleurs, à cette époque-là, se mettait bien sur la gueule avec l'armée anglaise. Vous pensez bien que malgré tout ça, évidemment, on critique énormément les travaux de Jenner. Notamment, il y a des caricaturistes qui montrent des gens transformés en vaches au contact de la vaccination. Des gens qui pensaient réellement qu'après inoculation d'un truc bovin, il y aurait une animalisation de l'humain, quoi, qu'on allait adopter des traits de caractère des vaches. Mais bon, ça c'était à l'époque. Fort heureusement, aujourd'hui, les gens sont nettement moins cons au sujet des vaccins. Hein? Cela étant, il y a une critique en particulier qui va faire un peu plus de bruit que les autres. Il y a un médecin londonien du nom de Woodville qui va tenter de reproduire les expériences de Jenner, sauf que ce gros con a accidentellement contaminé son stock de vaccines avec de la vraie variole humaine. Vous comprenez donc bien que ces résultats derrière, c'est pas ouf. Jenner, lui, il comprend ce qui s'est passé, donc il va tenter de débunker le truc, de démontrer que Woodville s'est trompé. Mais le mal est fait. C'est trop tard. Et ça va retarder de quelques années la diffusion du vaccin en Grande-Bretagne. Oui, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit au sujet de Jenner. Hein, voilà, c'est il prend toutes les critiques au sérieux. Il répond absolument à tout le monde. Il écrit des articles supplémentaires, il fait des nouvelles observations de cas. Bref, il fait de la veille scientifique et ça occupera l'essentiel du reste de sa vie. En 1802, le Parlement britannique vote une récompense de 10 000 livres sterling pour les travaux de Jenner, et en 1807, devant l'étendue de la diffusion du truc, devant l'ampleur du machin, vote une deuxième récompense, cette fois-ci de 20 000 livres sterling. Donc ouais, le gars, il pouvait bien offrir une baraque aux gamins Phipps. On parle d'un truc équivalent aujourd'hui à plusieurs millions d'euros, hein. Dans ses conséquences. Jenner est fait médecin ordinaire du roi George IV, et il reçoit... Le mec est couvert de médailles, de titres honorifiques un peu partout dans le monde. Mais en plus de ne pas aimer Londres, Jenner, il aime pas spécialement les honneurs et les obligations qui vont avec, tout ça, ça le gonfle. Donc il retourne à Berkeley pour redevenir médecin de campagne et passer le plus clair de son temps à observer les couilles de renard. La gloire l'emmerde et il écrira « Je voudrais que la vaccine soit anonyme et que je puisse retourner à mes coucous ». Alors, c'est pas pour faire chier, mais faudrait savoir, mon gars. L'essentiel de ce qui a fait exploser ta vie, c'est quand tous les gens autour de toi te disaient d'arrêter tes conneries et de retourner à tes coucous, et que t'as pas voulu. Oui, il faudrait savoir. Mais on ne va évidemment pas s'en plaindre parce qu'il est heureux qu'il ait à la fois compris ce qu'il a compris et qu'il ait persisté. Oui, parce que Jenner décède le 26 janvier 1823 à l'âge de 73 ans vraisemblablement d'un AVC, mais sans lui, l'OMS n'aurait jamais pu déclarer la variole officiellement éradiquée de la surface de la Terre en 1980. La variole reste à ce jour la seule maladie infectieuse humaine jamais éradiquée par des humains. Et ça me semble être une putain de bonne conclusion pour cet épisode. Alors restez curieux et prenez le temps d'y penser.